La vie d'une mère a basculé le jour où sa fille de 2 ans a disparu de la ferme familiale, disparaissant sans laisser de traces après avoir été laissée jouer près du champ de maïs pendant quelques minutes seulement. Pendant des années, la famille d'agriculteurs a vécu le deuil, sans jamais savoir ce qui s'était passé, tandis que la mère peinait à se pardonner d'avoir laissé sa fille sans surveillance. Toutes les enquêtes sont restées vaines, ne laissant derrière elles que chagrin et questions sans réponse. Mais 10 ans plus tard, par pure coïncidence, elle entra dans la porcherie d'un voisin et y trouva un petit indice, un indice qui la conduirait à découvrir la vérité choquante et incroyable derrière la disparition de sa fille. Avant de plonger dans cette histoire choquante, dites-nous d'où vous regardez la vidéo aujourd'hui. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. Le soleil de midi tapait impitoyablement sur les vastes terres agricoles du Nebraska, projetant de longues ombres sur la grange délabrée et les interminables rangées de maïs qui s'étendaient à perte de vue. Maggie Landry, aujourd'hui âgée de 50 ans, essuyait la sueur de son front en se dirigeant vers la ferme. Les années avaient creusé de profondes rides sur son visage, chacune témoignant des épreuves qu'elle avait endurées. En arrivant au vestiaire, Maggie commença le rituel habituel, retirer ses bottes sales. L'air frais à l'intérieur était un répit bienvenu face à la chaleur étouffante du dehors. Elle se pencha, avec l'intention de poser ses bottes sur l'étagère du bas, un espace qu'elle avait toujours réservé pour un rangement rapide. Mais, en tendant les mains, elles se figèrent en plein vol. Là, cachée dans un coin, partiellement cachée par l'ombre, se trouvait une paire de petites bottes de cow-boy. Maggie retint son souffle lorsqu'une vague de souvenirs la submergea. Ce n'étaient pas n'importe quelles bottes, elles appartenaient à Fiona, sa fille disparue sans laisser de traces 10 ans auparavant. Les doigts tremblants de Maggie effleurèrent délicatement le cuir usé. En un instant, elle fut transportée dans le passé. Elle pouvait presque voir Fiona debout devant elle, une petite fille de 2 ans pleine de vie, aux cheveux roux flamboyants et au sourire capable d'illuminer la pièce la plus sombre. La petite fille avait adoré ses bottes, s'obstinant à les porter partout, même au lit, si Maggie la laissait faire. La vision était si vive, si réelle, que Maggie en oublia un instant de respirer. Fiona avait été la lumière de leur vie, apportant joie et rire à la ferme qui semblait désormais froide et sans but. Depuis sa disparition, chaque jour avait été un combat, chaque instant rempli de chagrin et de souvenirs obsédants. L'esprit de Maggie repensa à ce jour fatidique, revoyant la scène qui l'avait tourmentée pendant une décennie. Elle avait laissé Fiona jouer près du champ de maïs, pensant être en sécurité quelques minutes seulement. Mais à son retour, la petite fille avait disparu. Elle l'avait cherchée frénétiquement, convaincue qu'elle s'était simplement perdue dans les hautes herbes. Mais à mesure que les heures se transformaient en jours, puis en semaines, l'horrible vérité commença à s'imposer, Fiona n'était pas seulement perdue, elle avait disparu. Le cœur lourd, Maggie ramassa les petites bottes. Elle ne supportait pas de les laisser là, rappel constant de son plus grand échec. Elle décida de les emporter au grenier, où elle ne la surprendrait plus, apportant une nouvelle douleur à chaque apparition inattendue. Tandis qu'elle traversait la maison, botte à la main, Maggie passa devant le salon, où son mari Hank préparait leur déjeuner. Il leva les yeux, une question naissante sur ses lèvres, mais elle s'éteignit dès qu'il vit ce qu'elle portait. Une compréhension mutuelle s'établit entre eux, silencieuse mais profonde. Nul besoin de mots, ils savaient tous deux le poids de ses petites bottes. Maggie continua son chemin, montant l'escalier grinçant jusqu'au grenier. L'air moisi et la faible lumière ajoutaient à l'atmosphère sombre. Elle trouva un coin tranquille pour poser les bottes. Avant de les poser, elle les serra contre sa poitrine et murmura une promesse dans le silence. « Fiona, ma douce », murmura-t-elle d'une voix chargée d'émotion. « Je sais que tu es quelque part. Maman et papa ne cesseront jamais de te chercher. On te retrouvera, promis. » Les mains tremblantes, elle posa délicatement ses bottes et se détourna, incapable de les regarder plus longtemps. En descendant les escaliers, Maggie essaya de se préparer pour le reste de la journée, sachant que le fantôme de sa fille disparue la hanterait à chaque pas. Maggie retourna au salon, où Hank l'attendait à table. L'odeur des plats fraîchement préparés emplissait l'air, mais aucun d'eux n'avait vraiment envie de manger.
Maggie se laissa glisser sur sa chaise, son regard croisant celui de Hank de l'autre côté de la table. Des années de chagrin partagé avaient créé entre eux un langage silencieux, et elle pouvait lire l'inquiétude dans son regard. « Je suis désolé, Hank, » dit doucement Maggie en désignant le plat devant eux. « Tu t'es donné tout ce mal, mais je n'ai plus d'appétit. On pourrait peut-être le garder pour le dîner. » Hank hocha la tête, comprenant parfaitement, et repoussa son assiette. La nourriture se toucha à peine, ils restèrent assis en silence, le poids de leur perte pesant lourdement dans l'air. Finalement, Hank s'éclaircit la gorge, la voix hésitante, abordant le sujet qu'ils redoutaient tous deux et auquel ils s'accrochaient avec la même intensité. « Avez-vous eu des nouvelles des enquêteurs? De nouveaux indices sur Fiona? » Maggie sentit son cœur se serrer à cette question. Combien de fois s'était-elle posé cette question au fil des ans? Combien de fois l'espoir avait-il flambé pour être anéanti par une nouvelle impasse? Elle secoua lentement la tête, d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Non, rien de nouveau. J'ai appelé la police hier, mais c'est toujours la même histoire. Pas de piste, pas de nouvelles, pas d'indices. Elle marqua une pause, les mots amers sur la langue. Ils ne nous tiennent même plus au courant aussi souvent. Je crois qu'ils abandonnent. Les larmes montèrent aux yeux de Maggie, qui cligna rapidement des yeux pour les retenir. Tu crois qu'on la retrouvera un jour? Elle est vraiment quelque part? Hank tendit la main par-dessus la table et prit celle de Maggie dans la sienne. Sa prise était ferme, rassurante, même si ses propres yeux brillaient de larmes retenues. On la retrouvera, Maggie. Elle est quelque part, et on ne cessera de la chercher. Jamais. Ils restèrent assis en silence quelques instants, sans toucher à la nourriture. Finalement, Hank se leva et commença à débarrasser les assiettes. On devrait peut-être écourter notre pause, suggéra-t-il. Il y a encore beaucoup de travail, et ça pourrait t'aider, tu sais, à s'occuper. Maggie acquiesça et se leva de sa chaise. Tu as raison. Que avais-tu en tête? Je dois nettoyer la grange, répondit Hank. J'aurais besoin d'aide si tu es libre. Maggie secoua la tête. J'aimerais bien, mais je dois livrer ces bottes de foin aux fermes voisines. Elles attendent depuis ce matin, et je ne veux plus les garder. Hank hocha la tête, compréhensif. Ils se dirigèrent ensemble vers la porte, chacun se préparant à se perdre dans la routine familière du travail à la ferme, espérant trouver un peu de répit au chagrin qui ne les quittait jamais vraiment. Alors qu'ils sortaient sous le soleil ardent, Maggie ne put s'empêcher de jeter un dernier regard vers la maison. Quelque part dans le grenier, une paire de minuscules bottes de cow-boy témoignait silencieusement de leur espoir persistant et de leur chagrin sans fin. Le vieux pick-up roulait sur la route de campagne poussiéreuse, sa benne chargée de bottes de foin. Maggie serrait fermement le volant, les jointures blanches de tension. Elle avait déjà effectué plusieurs livraisons, chacune une distraction bienvenue face aux émotions tumultueuses suscitées par la découverte des bottes de Fiona. Alors qu'elle approchait de sa destination finale, la ferme familiale Baker, Maggie sentit une boule d'angoisse se former dans son estomac. Elle espérait contre tout espoir que Clay Baker ne serait pas là pour réceptionner la livraison, peut-être qu'un de ses ouvriers agricoles s'en chargerait à sa place. L'animosité entre leurs familles était profonde, un conflit qui avait débuté des années auparavant, lorsque les parents de Maggie dirigeaient encore la ferme. Malgré l'animosité, les Baker continuaient de commander du foin aux Landry, ils en dépendaient, et Maggie et Hank n'étaient pas assez têtus pour refuser. Au fond d'elle-même, Maggie nourrissait un faible espoir qu'un jour, ils parviendraient à se réconcilier et à mettre fin à cette vieille querelle. Alors que le camion franchissait une petite colline, la ferme des Baker apparut. Le cœur de Maggie se serra lorsqu'elle aperçut une silhouette dans la cour incontestablement Clay Baker. Elle prit une profonde inspiration. Maggie prit une profonde inspiration, se préparant à l'interaction inconfortable qui l'attendait. Arrivée devant la grange, elle coupa le moteur et sortit du camion. Clay se tenait là, le visage figé dans une expression renfrognée qui semblait gravée à jamais dans ses traits. « Bonjour, Clay » dit Maggie en forçant un ton poli. La réponse de Clay fut brève, à peine plus qu'un grognement.
bonjour. Ensemble, ils travaillèrent dans un silence intense à décharger les bottes de foin et à les empiler dans la grange. L'atmosphère entre eux était chargée d'une hostilité tacite, donnant à cette simple tâche l'impression d'une éternité. Lorsqu'ils eurent terminé, Maggie essuya la sueur de son front et se tourna vers Clay. « J'enverrai la facture plus tard dans la journée, dit-elle. Clay hocha simplement la tête, se détournant déjà sans même un mot de remerciement. Maggie le regarda partir, envahie par la frustration et la tristesse. Elle savait que Clay n'appréciait pas de dépendre de leur foin, mais son refus obstiné de faire preuve de civilité la mettait sur les nerfs. En retournant à son camion, Maggie ne put s'empêcher d'éprouver une légère satisfaction. Malgré tout, les Becker avaient encore besoin d'eux. Ce n'était pas grand-chose, mais face à leur hostilité persistante, c'était une force à laquelle se raccrocher. Alors qu'elle atteignait son camion pour quitter la ferme Becker, un vacarme soudain attira son attention. Une petite tache rose passa devant elle, accompagnée d'un concert de cris de surprise. Instinctivement, elle se retourna et aperçut un jeune cochon qui traversait la cour de la ferme à toute vitesse, visiblement échappé de son enclos. Sans réfléchir, Maggie passa à l'action. Des années de vie à la ferme avaient aiguisé ses réflexes, et elle se lança aussitôt à la poursuite de l'animal en fuite. Le cochon, bien que petit, était étonnamment rapide, entraînant Maggie dans une brève mais énergique poursuite autour de la grange. Finalement, après quelques instants de zigzag, le petit cochon sembla se fatiguer. Il ralentit juste assez pour que Maggie le rattrape et le prenne dans ses bras. L'animal se tortilla brièvement avant de se calmer, apparemment résigné à sa capture. Légèrement essoufflée et tenant le cochon, Maggie regarda autour d'elle et appela « Clay ?» Quelqu'un. Mais aucune réponse ne vint. La ferme semblait étrangement silencieuse, sans aucun signe de Clay ni de ses ouvriers. Un froncement de sourcils se forma sur le front de Maggie. Ce n'était pas le genre de Clay d'être aussi négligent avec son bétail, elle l'avait toujours connu comme un fermier méticuleux. Malgré leurs différences personnelles, l'idée qu'un animal puisse s'échapper sans que personne ne s'en aperçoive lui semblait étrange. Toujours avec le cochon dans les bras, Maggie se dirigea vers l'endroit où elle pensait que se trouvaient les enclos. Au fil des ans, elle avait acquis une compréhension générale de l'agencement de la ferme Becker, même si elle n'avait jamais eu l'occasion de l'explorer en profondeur. En approchant d'une grande structure ressemblant à une grange, des grognements et des reniflements lui confirmèrent qu'elle était au bon endroit. L'odeur forte et musquée des cochons s'intensifia à mesure qu'elle approchait de l'entrée. Maggie poussa la lourde porte de sa main libre, les gonds grinçant bruyamment dans le silence. À l'intérieur, l'air était épais et chaud, imprégné des bruits et des odeurs de dizaines de cochons. Elle plissa les yeux, s'habituant à la faible luminosité de la grange. Des rangées d'enclos s'étendaient devant elle, chacun contenant plusieurs cochons de tailles diverses. Maggie avançait lentement dans l'allée centrale, à la recherche d'un enclos vide ou apparemment sans occupant. Alors qu'elle approchait du fond de la grange, quelque chose attira son attention. À moitié enfoui dans la terre, devant l'un des enclos, se trouvait un petit objet rose. Maggie s'agenouilla, serrant toujours le cochon échappé, et enleva un peu de terre de sa main libre. Son souffle se bloqua lorsqu'elle réalisa ce que c'était, un serre-tête Hello Kitty, du genre qu'une petite fille pourrait porter. L'esprit de Maggie s'emballa. Que faisait un serre-tête d'enfant dans une porcherie? Elle savait que Clay n'avait pas d'enfant, il avait toujours été un célibataire endurci, et il n'avait certainement jamais eu de visiteur avec de jeunes enfants ou du moins, pas à sa connaissance. La confusion et un malaise inexplicable l'envahirent. Soudain, une voix rauque rompit le silence. « Mais qu'est-ce que tu fous là? Sors d'ici !» Maggie se retourna et vit Clay Becker debout dans l'embrasure de la porte, le visage crispé par la colère. « Un de vos cochons s'est échappé, » parvint-elle à balbutier, encore surprise par son apparition soudaine et son ton hostile. Elle fit un geste, l'animal toujours dans ses bras. J'essayais juste de le ramener. Mais Clay la coupa, la voix haute. Je me fiche de ce que tu penses faire par maintenant ou j'appelle la police. Maggie fut surprise par l'intensité de sa réaction. Certes, ils n'avaient jamais été en bons termes, mais ce niveau de colère semblait extrême,
même pour Clay. Quelque chose dans son attitude ou son regard sauvage lui fit froid dans le dos. Sans un mot, elle déposa le cochon dans l'enclos le plus proche et commença à reculer vers la porte. Clay observait chacun de ses mouvements, le corps tendu, les poings serrés. En le croisant sur le seuil, Maggie ne parvenait pas à se défaire du sentiment que quelque chose clochait terriblement, le bandeau, la réaction excessive de Clay, le cochon échappé, rien de tout cela ne collait. Mais avec Clay la fusillant du regard, vibrant d'une rage à peine contenue, elle savait que ce n'était pas le moment de poser des questions. Clay la suivit jusqu'à son camion, la regardant monter et démarrer. Alors que Maggie s'éloignait, elle jeta un coup d'œil dans son rétroviseur et vit Clay toujours là, la regardant partir. Cette rencontre la laissa bouleversée, l'esprit submergé de questions et subissant un malaise grandissant. Alors que le camion de Maggie roulait sur la route poussiéreuse qui s'éloignait de la ferme Becker, ses pensées refusaient de se calmer. Elle avait presque atteint le bout de la propriété des Becker lorsqu'une impulsion soudaine et puissante la saisit. Au lieu de poursuivre son chemin, Maggie se retrouva à se garer sur le bord de la route. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elle gara le camion et coupa le moteur. Un long moment, elle resta assise là, fixant la silhouette lointaine de la ferme Becker. Le soleil commençait à se coucher, projetant de longues ombres sur les champs et baignant tout d'une lumière chaude et dorée qui dissimulait le malaise qui la tenaillait. « C'est dingue », murmura-t-elle, tout en ouvrant la portière du camion et en sortant. Mais elle ne parvenait pas à se défaire du sentiment que si elle partait maintenant, elle commettrait une terrible erreur. Prenant une grande inspiration pour se calmer, Maggie repartit vers la ferme. Elle n'avait pas de plan précis, mais elle savait qu'elle avait besoin de réponses. La querelle familiale qui durait depuis des décennies lui semblait soudain insignifiante face à ce qu'elle venait de vivre. Alors qu'elle approchait de la ferme, elle vit Clay sortir de la grange en s'essuyant les mains avec un chiffon. Il se figea en l'apercevant, son visage s'assombrissant de colère. « Je pensais t'avoir dit de partir », grogna-t-il alors que Maggie s'approchait. Maggie leva les mains en signe d'apaisement. « Je sais, Clay, et je suis désolé de t'avoir dérangé tout à l'heure, mais je pense qu'il est temps qu'on parle de ça, de ce truc entre nos familles. » Le regard renfrogné de Clay s'accentua. « Il n'y a rien à dire. Rentre chez toi. » Maggie resta ferme. « Écoute, je sais que tu ne nous aimes pas. Je sais qu'il y a de la rancœur. Mais on est voisins depuis des décennies. On fait des affaires ensemble. Tu ne crois pas qu'il serait temps qu'on essaie de régler ça? Qu'on soit, sinon amis, du moins courtois. » Pendant un instant, quelque chose brilla dans les yeux de Clay, de l'incertitude, peut-être, ou un soupçon d'émotion plus profonde, mais cela disparut aussi vite qu'il était apparu, remplacé par son masque habituel d'hostilité. « C'est bien comme ça, » dit-il d'un ton neutre. « Je n'ai pas besoin de nouveaux amis. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai du travail. » Il se retourna pour s'éloigner. Maggie sentit la frustration monter en elle. Elle avait tendu un rameau d'olivier, et Clay avait failli le repousser d'une claque. Mais alors qu'il s'apprêtait à disparaître dans la grange, une pensée la frappa. « Salut, Clay » lança-t-elle. Il marqua une pause, la regardant avec une irritation évidente. « Je ne savais pas que tu avais un enfant ou une fille, n'est-ce pas? Félicitations. » L'effet de ces paroles fut immédiat et saisissant. Clay se figea sur place, son visage se vida de ses couleurs avant de virer au rouge profond et furieux. Un instant, Maggie crut qu'il allait exploser de rage. Puis, au prix d'un effort visible, Clay se ressaisit. Sa voix, lorsqu'il parla, était parfaitement maîtrisée. « Je n'ai pas d'enfant, dit-il. Maintenant, s'il vous plaît, quittez ma propriété. » Maggie resta là, stupéfaite. Si Clay n'avait pas d'enfant, à qui appartenait ce bandeau dans la grange? Pourquoi avait-il réagi si violemment à sa supposition? Tandis que Clay disparaissait dans la grange en claquant la porte derrière lui, Maggie regagna lentement son camion. Son esprit s'emballait, cherchant un sens à ce qui venait de se passer. La réaction de Clay avait été bien trop extrême pour un simple malentendu.
Il cachait quelque chose qui avait à voir avec une enfant, une fille. En remontant dans son camion et en démarrant, Maggie ne put s'empêcher de penser qu'elle était tombée sur quelque chose de bien plus sinistre qu'une dispute de voisinage. Au début, elle pensait que les pièces du puzzle ne s'assemblaient pas encore, mais une chose était sûre, elle ne pouvait pas laisser passer ça. Quel que soit le secret que Clay cachait, elle était déterminée à le découvrir. Après avoir jeté un dernier coup d'œil à la ferme Becca dans son rétroviseur, Maggie reprit la route. Son cœur battait fort, ses mains moites sur le volant. Elle ignorait ce qu'elle allait faire ensuite, mais elle savait qu'elle ne pourrait pas affronter cette situation seule. Il était temps de parler à Hank. Ensemble, peut-être pourraient-ils déchiffrer cette énigme troublante et peut-être, trouver les réponses qu'ils cherchaient depuis si longtemps. Les pneus du camion crissaient sur le gravier tandis que Maggie s'éloignait de la ferme Becca. Son esprit était un tourbillon de confusion et de suspicion grandissante. Sa rencontre avec Clay se rejouait sans cesse dans sa tête, chaque détail lui semblant plus significatif à chaque instant. Tandis qu'elle sillonnait les routes de campagne familières, ses pensées revinrent au bandeau rose Hello Kitty qu'elle avait trouvé dans la porcherie. Un objet si incongru à trouver dans ce décor, et la réaction de Clay à sa mention d'enfant avait été tout simplement alarmante. Soudain, une pensée frappa Maggie avec une telle force qu'instinctivement, elle freina brusquement, immobilisant brutalement le camion au milieu de la route déserte. Son cœur se mit à battre la chamade tandis qu'un souvenir enfoui depuis longtemps refait surface. Un bandeau, murmura-t-elle, la voix tremblante dans sa tête. Elle vit Fiona, sa précieuse petite fille, portant un bandeau blanc, un cadeau de sa grand-mère. Fiona n'avait pas de bandeau Hello Kitty rose, il était blanc. Comment Maggie avait-elle pu oublier un tel détail? Elle secoua la tête, essayant de s'éclaircir les idées. Non, c'était impossible. C'était trop tiré par les cheveux, trop fortuit. Elle était tellement concentrée sur son travail, sur sa volonté d'avancer, qu'elle avait mis de côté de nombreux souvenirs de Fiona. Mais maintenant, avec l'image de ce bandeau rose fraîche dans sa tête, le lien semblait impossible à ignorer. Les mains de Maggie tremblaient tandis qu'elle attrapait son téléphone. Elle savait que ce qu'elle pensait lui paraissait d'insensé, même à ses propres oreilles, mais le comportement étrange de Clay, le conflit familial vieux de plusieurs décennies, le mystérieux bandeau, tout semblait indiquer une possibilité si terrifiante qu'elle avait du mal à l'envisager. Et si Clay avait quelque chose à voir avec la disparition de Fiona? Cette pensée la rendait physiquement malade. C'était presque insupportable, l'idée que, pendant 10 longues années, sa fille ait pu être si proche, et pourtant si incroyablement loin. Les doigts tremblants, Maggie composa le numéro de Hank. Il sonna plusieurs fois avant de décrocher. Hank? C'est moi. J'ai besoin que tu viennes me voir immédiatement. Je suis garé sur la vieille Miller Road, à environ 1,5 km après le carrefour. Que se passe-t-il? La voix de Hank était inquiète. Je t'expliquerai quand tu seras là. S'il te plaît, dépêche-toi. Elle raccrocha et resta assise là, l'esprit en ébullition. Une partie d'elle-même avait envie de retourner directement à la ferme Becca pour exiger des réponses de Clay, mais elle savait que ce serait stupide et potentiellement dangereux. Si ses soupçons les plus fous étaient fondés, elle ne pouvait pas risquer de prévenir Clay. Les minutes s'écoulaient avec une lenteur angoissante tandis que Maggie attendait Hank. Elle essayait de se calmer, de réfléchir rationnellement à ce qu'elle avait vu et entendu. Mais chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait ce bandeau rose à moitié enfoui dans la terre de la porcherie de Clay Becca. Finalement, après ce qui lui sembla des heures mais qui ne dura probablement qu'une quinzaine de minutes, Maggie entendit le grondement familier de la vieille moto de Hank. Elle le regarda dans le rétroviseur tandis qu'il s'arrêtait derrière son camion et descendait rapidement de sa moto. L'inquiétude se lisait sur son visage buriné. Maggie prit une grande inspiration. Elle savait que ce qu'elle allait dire paraîtrait fou, mais s'il y avait bien quelqu'un au monde qui la comprendrait, qui la croirait, c'était Hank. Il ouvrit la portière passager et monta à l'intérieur, se tournant vers elle avec des yeux inquiets. Que se passe-t-il? Ça va? Maggie regarda son mari, l'homme qui l'avait soutenu dans les jours les plus sombres de leur vie.
Elle lut dans ses yeux la même douleur, le même espoir désespéré qui les avait soutenus tous deux ces 10 dernières années. « Hank, dit-elle doucement, la voix légèrement tremblante, je crois que j'ai peut-être trouvé un indice sur Fiona. » Sur ce, elle commença à raconter les événements de la ferme Becca, sa voix devenant plus forte à chaque mot. Tandis qu'elle parlait, elle vit l'expression de Hank passer de l'inquiétude à l'incrédulité, puis à un espoir prudent et fragile. Au moment où Maggie eut terminé, l'intérieur du camion était baigné d'une lumière douce et tamisée, projetant de longues ombres sur leur visage. « Un serre-tête rose Hello Kitty, dit-il finalement d'une voix à peine plus forte qu'un murmure, et la réaction de Clay quand tu as mentionné un enfant. » Maggie hocha la tête, les mains serrées sur ses genoux pour les empêcher de trembler. « Je sais que ça paraît fou, Hank, mais tu te souviens comme Fiona adorait ses bandeaux et la façon dont Clay se comportait. Il y a quelque chose qui cloche dans tout ça. » Hank passa une main dans ses cheveux grisonnants, les sourcils froncés de concentration. « Mais Maggie, la police a fouillé toutes les fermes des environs après la disparition de Fiona. Ils l'auraient retrouvée si elle avait été là, non ?» Maggie secoua la tête, la frustration perceptible dans sa voix. « Réfléchis Hank. Ces terres agricoles sont immenses. Il y a tellement de bâtiments, tellement de recoins cachés. Tu crois vraiment que la police a eu le temps de fouiller chaque recoin ?» Alors que ses paroles s'imprégnaient, l'expression de Hank passa du scepticisme à un mélange de colère et de détermination. « Tu as raison, dit-il d'une voix basse et intense. Maintenant que tu le dis, je me souviens avoir soupçonné Clay au début. Mais quand la police nous a assuré qu'il n'avait rien à voir avec ça. » Maggie tendit la main et la posa sur le bras de Hank. « Se mettre en colère maintenant ne nous aidera pas à récupérer Fiona, dit-elle doucement. Il faut penser rationnellement, pas émotionnellement. » Hank prit une grande inspiration, essayant visiblement de se calmer. « Tu as raison. Bien sûr. Que penses-tu qu'on devrait faire? Devrions-nous appeler la police? » Maggie réfléchit un instant avant de secouer la tête. « Je ne pense pas qu'il ferait quoi que ce soit à cause d'un simple bandeau et du comportement étrange de Clay. Même s'ils décidaient d'enquêter, il leur faudrait un mandat de perquisition, et pour cela, davantage de preuves. »« Alors, que proposes-tu » demanda Hank, une pointe d'appréhension dans la voix. Maggie soutint son regard, les yeux emplis de détermination. « Je pense qu'on doit découvrir la vérité par nous-mêmes, Hank. On ne peut pas rester les bras croisés, pas quand il y a la moindre chance que Fiona soit là. » Hank resta silencieux un long moment, pesant ses mots. Lorsqu'il parla enfin, sa voix était emplie d'un mélange de peur et de détermination. « Tu es sûre, Maggie? Et si on se trompait? Et si on voyait juste ce qu'on veut voir? » Maggie comprenait son hésitation. Ils avaient mené tant d'impasses au fil des ans, suivi tant de fausses pistes, chaque déception étant accablante. Mais là, c'était différent. « Je sais que ça paraît fou, » dit-elle doucement, « mais mon instinct me dit que quelque chose cloche. Même s'il y a une infime chance, ne devrions-nous pas essayer, envers Fiona ?» Hank la regarda un long moment, puis hocha lentement la tête. « Tu as raison. S'il y a la moindre chance que notre petite fille soit là, il faut faire quelque chose. » Alors que les derniers rayons de soleil disparaissaient à l'horizon, Maggie et Hank étaient assis dans le camion, élaborant un plan. Ils savaient que les risques étaient élevés, qu'ils risquaient de se retrouver avec un nouveau chagrin d'amour, mais la possibilité de retrouver Fiona ou de ramener enfin leur fille à la maison après toutes ces années était trop forte pour être ignorée. Alors que l'obscurité tombait sur la campagne du Nebraska, deux parents se préparaient à prendre les choses en main, poussés par un espoir désespéré et un amour inébranlable pour leur enfant perdu. Child, Maggie et Hank retournèrent à la ferme Becca. Les phares du camion de Maggie perçaient l'obscurité, illuminant la route de campagne déserte devant eux. Tous deux étaient tendus, le poids de ce qu'ils s'apprêtaient à faire pesant lourdement sur leurs épaules. Alors qu'ils approchaient de la sortie menant à la propriété de Clay, Maggie éteignit ses phares et s'arrêta lentement, garant le camion derrière un épais bosquet d'arbres qui le dissimulerait. Pendant un moment, ils restèrent assis en silence, s'imprégnant de l'ampleur de leur décision. « Tu es sûr de toi » demanda Hank une dernière fois,
d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Maggie hocha la tête, le visage figé par la détermination. Il faut qu'on le sache, Hank. On ne peut pas s'en passer. Prenant une profonde inspiration, ils sortirent du camion et commencèrent à marcher vers la ferme. La lune, presque pleine, projetait une étrange lumière argentée sur le paysage, créant des ombres profondes qui semblaient se déplacer et se mouvoir à mesure qu'ils marchaient. Alors qu'ils approchaient de la limite de la propriété de Clay, Hank saisit soudain le bras de Maggie et l'arrêta. « Attends » murmura-t-il d'un ton pressant. « J'ai une idée. » Maggie le regarda d'un air interrogateur tandis qu'il continuait. « Je vais à la maison distraire Clay. Je lui dirai que je dois discuter de la prochaine livraison de foin ou de quelques factures. Pendant que je l'occupe, tu peux fouiller la ferme. » Maggie réfléchit un instant au plan avant d'acquiescer. C'était risqué, mais cela leur donnait la meilleure chance de chercher sans se faire prendre. Ils s'approchèrent furtivement de la ferme, se faisant discrets et profitant de l'ombre pour se mettre à couvert. Arrivé en vue du porche, Hank serra rapidement la main de Maggie avant de sortir à découvert et de se diriger résolument vers la maison. Maggie regarda Hank frapper à la porte, le cœur battant la chamade. Après ce qui lui sembla une éternité, la porte s'ouvrit et elle distingua la silhouette de Clay dans l'embrasure. Elle entendit le murmure des voix tandis que Hank engageait la conversation avec Clay, l'entraînant plus loin dans la maison. Prenant une grande inspiration pour se calmer, Maggie commença à bouger. Elle se dirigea vers la grange, où elle avait trouvé le bandeau plus tôt, les yeux constamment scrutant le moindre signe de mouvement ou de danger. La porte de la grange grinça légèrement lorsqu'elle l'ouvrit, et Maggie grimaça. Elle se glissa à l'intérieur, laissant ses yeux s'habituer à la pénombre. L'odeur du foin et des animaux emplit ses narines tandis qu'elle avançait prudemment dans l'espace. Le regard de Maggie scrutait les alentours, à la recherche de quelque chose d'anormal, d'un signe qui pourrait la mener à Fiona. Elle scrutait chaque recoin, derrière les bottes de foin et dans les stalles vides, son cœur battant à chaque pas. L'espoir et la peur la. D'une voix basse, à peine plus forte qu'un murmure, elle appela « Fiona ?»« Fiona, es-tu là ?» Elle s'arrêta, écoutant attentivement, mais n'entendit que le léger bruissement des animaux et le bruit lointain du vent dehors. S'enfonçant dans la grange, Maggie s'approcha de l'endroit où elle avait trouvé le bandeau plus tôt. Elle scruta le sol, espérant le retrouver, mais il avait disparu. Clay l'avait-il retiré après sa précédente visite? Alors qu'elle s'apprêtait à partir, un bruit attira son attention. Il était faible, si faible qu'elle crut presque l'avoir imaginé, mais elle l'entendit à nouveau, une voix douce et étouffée, « À l'aide, bonjour, je suis là. » Maggie retint son souffle. La voix venait des enclos à cochons. Les jambes tremblantes, elle s'avança vers le bruit, le cœur battant si fort qu'elle était sûre qu'il la trahirait. Alors qu'elle s'approchait d'une des cages à cochons, la voix devint légèrement plus forte. Maggie grimpa sur le bord de l'enclos et regarda à l'intérieur. Ce qu'elle vit la figea de stupeur. Là, dans un coin de la cage, parmi les cochons, se tenait une petite silhouette, une petite fille, un bras enchaîné à un poteau. Son corps était couvert de poussière et de crasse, mais malgré la crasse, Maggie pouvait distinguer ses cheveux roux si reconnaissables. Pendant un instant, Maggie s'arrêta de respirer. Elle cligna rapidement des yeux, certaine d'avoir une hallucination, mais l'image devant elle ne changea pas. D'une voix tremblante, elle murmura, « Fiona, c'est toi? Qui t'a fait ça ?» La fille leva les yeux écarquillés par la peur. Elle ne répondit pas, semblant trop terrifiée pour parler. L'esprit de Maggie s'emballa, elle avait besoin d'aide, de sortir Fiona de là. Les mains tremblantes, elle sortit son téléphone et composa le 911. Lorsque le centraliste répondit, les mots de Maggie jaillirent d'une voix précipitée. « S'il vous plaît, j'ai besoin d'aide. J'ai retrouvé ma fille où elle a disparu depuis 10 ans enfermée dans une cage à cochons à la ferme Becca. Envoyez quelqu'un rapidement. » Le répartiteur lui assura que les policiers étaient en route, mais pour Maggie, chaque seconde lui parut une éternité. Elle resta près de la cage, parlant doucement à Fiona, lui assurant que les secours arrivaient et que tout irait bien.
Son cœur battait fort tandis qu'elle attendait l'arrivée des policiers, les yeux rivés sur la cage à cochons où Fiona était enchaînée. Le silence de la grange n'était troublé que par le léger grognement des cochons et sa propre respiration saccadée. Elle pria en silence pour que les secours arrivent avant que Clay ne découvre sa présence. Soudain, la porte de la grange s'ouvrit en grinçant, le bruit résonnant de façon inquiétante dans l'espace caverneux. Maggie se figea, le corps figé par la peur, lorsque Clay apparut dans l'embrasure de la porte. Il resta immobile, encadré par l'entrée, sa silhouette éclairée par la lune. La conscience que son secret avait été découvert transparaissait dans ses yeux, qui s'écarquillèrent sous un mélange de choc et de colère. Pendant un instant terrifiant, Maggie crut que Clay allait se jeter sur elle pour la faire taire avant l'arrivée des secours. Son esprit s'emballa, se demandant où était Hank, si Clay lui avait fait quelque chose, pourquoi il n'avait pas réussi à le distraire plus longtemps. Les questions tourbillonnaient dans son esprit, ajoutant à sa peur. Mais soudain, le son béni des sirènes qui approchaient fendit l'air nocturne. Clay tourna brusquement la tête vers le bruit, la panique remplaçant la colère sur son visage. Tandis que les sirènes s'intensifiaient se dirigeant indéniablement vers eux, Clay se retourna et courut, disparaissant dans l'obscurité au-delà de la grange. Maggie n'essaya pas de l'arrêter, sa seule préoccupation était désormais d'assurer la sécurité de sa fille. Elle entendait des cris dehors, des policiers ordonnant à Clay de se rendre, d'une voix ferme et autoritaire. Quelques instants plus tard, un groupe d'officiers a fait irruption dans la grange, armes dégainées et lampes de poche balayant la zone. Police. Tout le monde à l'intérieur, sortait les mains visibles, a crié un policier à travers la porte. En l'absence de réponse immédiate, ils échangèrent quelques mots rapides avant que l'un d'eux ne retourne à la voiture de patrouille et ne récupère un outil lourd. Avec une efficacité éprouvée, ils forcèrent la porte, le bois se fendant autour de la serrure. Mains en l'air. À genoux, ont crié les policiers en entrant dans le hangar. 3 des hommes obtempérèrent immédiatement, s'agenouillant, les mains levées. Mais Greg resta debout près de Rory, recroquevillé au sol. « Éloignez-vous de la fille », ordonna un officier en pointant son arme sur Greg. « Tout cela n'est qu'un malentendu », insista Greg sans bouger. « Dernier avertissement », dit fermement l'officier. « Éloignez-vous immédiatement, sinon nous utiliserons la force. » Avec une lenteur délibérée, Greg attrapa une bouteille sur une étagère voisine. « Tu ne comprends pas », commença-t-il en refermant sa main sur le goulot de la bouteille. « Lâchez prise », ont crié plusieurs policiers à l'unisson. « Lâchez prise maintenant ou on tire ». Pendant un instant de tension, Greg sembla sur le point de tenter une manœuvre désespérée. Puis, avec un juron, il laissa retomber la bouteille sur l'étagère et leva les mains. À genoux, ordonna à nouveau l'agent. Finalement, Greg obéit et s'agenouilla. Les agents s'avancèrent rapidement pour le menotter. Tandis qu'ils emmenaient les hommes dehors un par un, le regard de Greg se fixa sur Walter, debout dehors, le visage tordu de rage. Dans un sursaut de force, il se précipita sur Walter, manquant de peu de se libérer de l'emprise de l'officier. « Toi ! C'est ta faute !» cria-t-il en tentant de donner un coup de tête à Walter avant que les policiers ne le maîtrisent complètement. Walter recula, sous le choc face à la violence de l'homme. Il regarda les policiers enfermer Greg dans l'une des voitures de patrouille, l'homme continuant de lancer des obscénités par la fenêtre. À l'intérieur de la grange, Rory est resté recroquevillé sur le sol, ses bras enroulés de manière protectrice autour d'elle tandis qu'un officier s'approchait doucement d'elle. 20 minutes après les arrestations, le calme du parc s'était transformé en une véritable effervescence officielle. 2 voitures de police supplémentaires étaient arrivées, ainsi qu'une ambulance et un véhicule transportant une assistante sociale. Un ruban jaune de sécurité délimitait la zone autour du hangar, et les policiers recueillaient les dépositions de Walter et des 2 joggeurs qui avaient participé à l'intervention. Les ambulanciers ont guidé Rory vers l'arrière de l'ambulance, où ils ont vérifié ses signes vitaux et lui ont offert une couverture malgré la douce température du soir. Une assistante sociale était assise à côté d'elle, lui parlant d'une voix douce que Walter ne pouvait pas entendre de là où il se trouvait. Walter regarda les 2 joggeurs terminer leur déclaration. Ils lui adressèrent un signe de tête en partant,
l'un d'eux levant respectueusement le pouce. Walter éprouva une profonde gratitude pour leur intervention aux des inconnus qui avaient choisi de s'impliquer alors qu'ils auraient pu simplement s'en aller. Alors que le policier terminait d'enregistrer sa propre déposition, Walter vit Rory jeter un coup d'œil dans sa direction. Ses yeux, encore rouges de larmes, exprimaient une nouvelle gratitude hésitante. Elle dit quelque chose à l'assistante sociale, qui hocha la tête et fit signe à Walter de s'approcher. Walter s'approcha lentement, ne voulant pas accabler la fille après tout ce qu'elle avait traversé. « Merci », dit doucement Rory en arrivant à l'ambulance. Walter hocha la tête, la gorge serrée par l'émotion. « Je suis content que tu sois en sécurité maintenant. » Il s'accroupit à sa hauteur, puis fouilla dans son sac banane et en sortit délicatement les pilules qu'il avait trouvées plus tôt. Il les montra à Rory et aux fonctionnaires présents. « Rory, dit-il doucement, j'ai trouvé ça sous ton siège dans le bus. Je pense que tu devrais expliquer à ces gens pourquoi tu les prenais, surtout si c'était à cause de ce que ton beau-père te faisait subir. » Le visage de Rory se décomposa à la vue des pilules, de nouvelles larmes coulant sur ses joues. Son regard alterna entre Walter, l'assistant social, et la policière qui les avait rejoints. « Tout va bien, Rory, » lui assura l'assistante sociale. « Tu n'as aucun problème. Nous devons juste comprendre ce qui se passe pour pouvoir t'aider. » Rory prit une inspiration tremblante et commença à parler, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. « Ma mère a divorcé de mon vrai père l'année dernière, commença-t-elle. Il a eu des ennuis avec la police pour fraude ou quelque chose comme ça. Puis maman a rencontré Greg et elle est tombée enceinte assez rapidement. » Rory marqua une pause, se frottant les bras comme si elle avait froid malgré la couverture. « Maman est partie depuis 2 semaines. Elle est restée chez ma grand-mère, car c'est une tradition familiale, elle voulait accoucher là-bas et rester 1 mois pour s'occuper du bébé. » L'assistante sociale prenait des notes pendant que Rory parlait, hochant parfois la tête de manière encourageante. « Quand Greg a-t-il commencé à te faire du mal ?» demanda doucement le policier. Le regard de Rory se posa sur ses mains. « Il y a 1 mois, murmura-t-elle. Il a commencé à venir dans ma chambre la nuit pendant que je dormais. J'avais tellement peur, mais il m'a dit que si j'en parlais à qui que ce soit, surtout à ma mère, il nous tuerait, ainsi que le bébé. » Sa voix se brisa. Alors je me taisais tout le temps. « Et les pilules ?» demanda doucement Walter en désignant la boîte de contraceptifs. « J'ai commencé à me sentir malade le matin, » a poursuivi Rory. « Une fille à l'école l'a remarqué et m'a conseillé de prendre des pilules contraceptives. Je n'ai pas vraiment compris, mais elle m'a dit que ça m'aiderait à éviter de tomber enceinte, alors je les ai achetées avec mes économies. » Le paramédical a échangé des regards avec l'assistante sociale, tous deux semblant inquiets. « Rory, » dit prudemment l'ambulancier, « si tu te sentais déjà malade comme des nausées matinales, les pilules préventives ne serviraient à rien. Elles sont censées prévenir une grossesse avant qu'elle ne survienne, pas l'interrompre. » Rory leva les yeux, confus et effrayé. « Je l'ignorais. Je pensais qu'ils arrêteraient la maladie. Quelqu'un les a trouvés dans mon sac à dos à l'école, » a-t-elle poursuivi. « Alors j'ai commencé à les cacher sous le siège du bus, là où je suis toujours assise. » Le policier posa doucement la main sur l'épaule de Rory. « Rory, nous allons devoir contacter ta mère et ton école, et nous allons devoir te faire examiner par un médecin pour déterminer si tu es enceinte. » « Non, s'il te plaît, » supplia Rory, la panique dans la voix. « Je ne veux pas de ça. Je ne peux pas être enceinte, ma mère me détesterait. » « Ta mère ne te détestera pas, » lui assura l'assistante sociale. « Ce n'est pas ta faute, Rory. C'est ton beau-père qui a fait quelque chose de terrible, pas toi. Il faut qu'on parle à ta mère, » dit l'officier avec fermeté mais gentillesse. On ne peut pas lui cacher ça. Les épaules de Rory s'affaissèrent en signe de défaite tandis qu'elle hochait la tête, des larmes coulant silencieusement sur son visage. Walter observa l'interaction avec le cœur lourd. Il avait déjà vu des enfants en difficulté lorsqu'il était chauffeur de bus, mais rien de tel. Il s'éclaircit la gorge, attirant l'attention des autorités. « Si ça te va, dit-il, j'aimerais accompagner Rory à l'hôpital. »
Je veux m'assurer qu'elle n'est pas seule en attendant sa mère. L'assistante sociale réfléchit un instant, puis hocha la tête. Ce serait parfait, monsieur Harmon. Nous devrons également recueillir votre déclaration à l'hôpital. Un des policiers s'est approché du groupe. Le directeur a été contacté, leur a-t-il dit. Il dit qu'il nous retrouvera à l'hôpital. Walter hocha la tête, se souvenant du message qu'il avait envoyé plus tôt et resté sans réponse. Sa professeure principale, Madame Margaret, est également au courant de la situation. Je l'ai appelée plus tôt quand j'ai commencé à m'inquiéter. Nous allons la contacter également, confirma l'officier. Maintenant, emmenons Rory à l'hôpital pour qu'elle reçoive les soins appropriés. Les urgences de l'hôpital Willow Glen Memorial bourdonnaient de leur habituel chaos contrôlé, tandis que Walter, assis sur une chaise en plastique inconfortable, attendait des nouvelles. Après leur arrivée, Rory avait été emmené pour examen, laissant Walter faire sa déposition à la police dans une petite salle de conférence au bout du couloir. Il regarda sa montre, près de 2 heures s'étaient écoulées depuis leur arrivée à l'hôpital. L'assistante sociale, une femme bienveillante nommée Madame Rivera, le tenait régulièrement au courant de la situation, mais les détails étaient forcément limités pour des raisons de confidentialité. Alors que Walter sirotait une tasse de café médiocre au distributeur automatique, Madame Rivera s'approcha de nouveau de lui. « Monsieur Harmon, dit-elle en s'asseyant à côté de lui. Rory vous demande. » L'examen initial est terminé et elle a été transférée dans une salle privée. Si vous souhaitez la voir, je peux vous y emmener. Walter se leva aussitôt. Oui, s'il vous plaît. Madame Rivera le conduisit à travers un dédale de couloirs jusqu'à une petite chambre où Rory était assise au bord d'un lit d'hôpital. Elle paraissait incroyablement petite dans sa chemise d'hôpital trop grande, les yeux rouges mais secs pour l'instant. Une femme médecin prenait des notes sur une tablette près de la fenêtre. Walter, demanda Rory, une pointe de soulagement dans la voix. Comment vas-tu, ma petite, demanda-t-il doucement en s'asseyant sur la chaise à côté de son lit. Avant qu'elle puisse répondre, le médecin prit la parole. Monsieur Harmon, je suis le docteur Chen. Je crois comprendre que c'est vous qui avez remarqué le premier problème. Les policiers sécurisaient les lieux au milieu du chaos. Maggie aperçut Hank en train de parler à un policier, l'inquiétude se lisant sur son visage. Le soulagement l'envahit à sa vue, sain et sauf. Hank leva les yeux, ses yeux rencontrèrent les siens, et il se dirigea rapidement vers elle. Maggie, dit-il d'une voix chargée d'émotion. Je suis vraiment désolé de ne pas avoir pu distraire Clay trop longtemps. Il a commencé à soupçonner quelque chose. Sa voix s'éteignit, les yeux écarquillés en voyant Fiona être chargée dans l'ambulance. C'est elle? Où l'as-tu trouvée? Dans la cage à cochons, répondit Maggie d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Elle était enchaînée à l'intérieur. Hank, notre bébé était enchaîné comme un animal. La réalité de ce qu'ils avaient découvert la frappa de nouveau, et elle sentit ses genoux fléchir légèrement. Hank la rattrapa et la maintint fermement. Et Clay, demanda Maggie, se souvenant soudain de l'homme responsable de leur décennie de chagrin. Hank désigna un véhicule de police à proximité. Par la fenêtre, elle vit Clay assis à l'arrière, les mains menottées dans le dos. Une vague de soulagement l'envahit, sachant qu'il avait été arrêté et qu'il serait confronté à la justice pour ses crimes. Un officier s'est approché du couple, le visage sombre. M et Madame Landry, dit-il doucement, nous emmenons votre fille à l'hôpital pour un examen approfondi et pour assurer sa sécurité. Souhaitez-vous nous suivre dans l'un de nos véhicules? Nous pouvons vous y accompagner. Maggie et Hank hochèrent la tête, tous deux trop bouleversés pour parler alors qu'ils étaient conduits vers une voiture de police qui les attendait. Maggie jeta un dernier regard à la grange où leur fille avait été retenue captive si longtemps. Le cauchemar n'était pas terminé, elle le savait, mais au moins, elles avaient retrouvé Fiona. Quels que soient les défis à venir, elles les relèveraient ensemble, en famille. La voiture de police transportant Maggie et Hank suivait de près l'ambulance, ses phares traversant l'obscurité de la nuit du Nebraska. À l'intérieur, le couple était assis en silence,
les mains jointes fermement, tous deux perdus dans leurs propres pensées sur la tournure incroyable des événements. Hank fut le premier à rompre le silence, sa voix chargée d'émotion. « Je t'avais dit qu'on la retrouverait, Maggie, dit-il doucement en lui serrant la main, mais, la retrouver comme ça. » Sa voix s'éteignit, incapable de mettre des mots sur l'horreur de leur découverte, sur ce qu'elle avait dû endurer toutes ces années. Cela me brise le cœur d'y penser. Maggie hocha la tête, ses propres pensées étant un tourbillon de joie de retrouver Fiona en vie et d'angoisse face aux souffrances qu'elle avait dû endurer. « On l'a récupérée maintenant, murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour Hank. C'est l'essentiel. On l'aidera à traverser cette épreuve, quoi qu'il en coûte. » Le reste du trajet s'est déroulé dans un silence contemplatif, les deux parents perdus dans leurs pensées et leurs inquiétudes quant à ce qui les attendait. Les gyrophares de l'ambulance devant eux leur rappelaient constamment l'état fragile dans lequel se trouvait leur fille. À leur arrivée à l'hôpital, ils ont vu Fiona être rapidement emmenée sur un brancard, entourée de personnel médical. Un officier posa doucement une main sur l'épaule de Maggie alors qu'elle s'apprêtait à la suivre. « Je sais que tu veux être avec elle, » dit-il gentiment, « mais il vaut mieux laisser les médecins l'examiner d'abord. Tout cela doit être très déroutant et effrayant pour elle. Laisse-lui un peu de temps. » À contre-cœur, Maggie et Hank acceptèrent. Ils ont été conduits dans une salle privée de l'hôpital, un espace généralement réservé aux entretiens avec la police ou aux discussions d'équipe. Deux officiers les ont accompagnés, expliquant qu'ils souhaitaient recueillir des déclarations alors que les souvenirs étaient encore frais. « Nous comprenons que c'est une période difficile, » a déclaré l'un des officiers, « mais plus nous pouvons recueillir d'informations maintenant, plus notre dossier contre Clay sera solide. » Alors que Maggie et Hank s'installaient sur des chaises, la porte s'ouvrit à nouveau et un visage familier entra dans la pièce, le détective qui avait été affecté à l'affaire de Fiona il y a toutes ces années. La police l'avait clairement appelé en raison de sa connaissance approfondie de l'affaire. « M et Madame Landry, » dit l'inspecteur, la voix mêlée de soulagement et de regret, « je suis tellement heureux que nous ayons retrouvé Fiona. J'aurais juste aimé qu'on la retrouve plus tôt. » Maggie a commencé à raconter les événements qui ont conduit à ce moment, sa voix devenant plus forte à mesure qu'elle parlait. Elle leur a raconté comment elle avait trouvé le bandeau dans la grange de Clay, le sentiment persistant que quelque chose n'allait pas et le comportement suspect de Clay lorsqu'elle mentionnait un enfant. Elle a détaillé l'histoire des conflits entre leur famille et les Becker, des informations qu'elle avait partagées avec la police il y a des années, mais qui semblaient désormais prendre une nouvelle signification. Les agents ont soigneusement noté chaque détail, demandant parfois des éclaircissements ou des informations supplémentaires. Lorsque Maggie termina son récit, elle regarda le détective, la confusion et la colère se battant dans ses yeux. « Je ne comprends vraiment pas, » dit-elle. « Comment Clay a-t-il pu faire une chose aussi horrible? Qu'est-ce qui peut bien pousser quelqu'un à voler une enfant et à la garder enfermée pendant 10 ans? » Hank se pencha en avant, son visage était un masque d'incrédulité et d'angoisse. « Nous étions au courant du conflit familial, des tensions entre nous et les Becker, » dit-il d'une voix rauque. Il y avait des conflits fonciers, des disputes aux assemblées municipales, des refus à la foire du comté, mais ça? Il secoua la tête, luttant pour comprendre l'ampleur des actions de Clay. Jamais, même dans mes pires cauchemars, je n'aurais imaginé que cela puisse aboutir à une telle chose. Comment quelqu'un pourrait-il détourner une petite querelle pour justifier le vol d'un enfant? Maggie tendit la main et serra celle de Hank, ses propres yeux se remplissant de larmes. Toutes ces années, murmura-t-elle. Toutes ces fois où nous avons vu Clay en ville ou au marché, il savait. Il savait où était notre petite fille, et il a continué sa vie comme si de rien n'était. Le détective hocha la tête solennellement, comprenant la lutte des parents pour concilier leurs expériences passées avec l'horrible réalité à laquelle ils étaient désormais confrontés. Malheureusement, dit-il doucement, il arrive que les gens se justifient eux-mêmes les actes les plus terribles, surtout lorsqu'il y a un passé conflictuel. Mais je veux que vous sachiez tous les deux, rien ni conflit foncier, ni querelle familiale ne saurait justifier ce que Clay a fait. C'est sa faute, pas la vôtre. Hank hocha la tête, la mâchoire serrée alors qu'il luttait pour contrôler ses émotions. J'aurais juste aimé qu'on le sache. Si on avait su que nos désaccords pouvaient mener à ça,
On aurait tout fait pour faire la paix et protéger Fiona. Le détective échangea un regard avec ses collègues avant de parler. Étonnamment coopératif depuis son arrestation, il a expliqué avoir déjà avoué une grande partie des faits. Je pense qu'il a su que c'était fini dès qu'on a retrouvé Fiona, a poursuivi l'officier, le récit de Clay faisant froid dans le dos à Maggie et Hank. Le jour où Fiona avait disparu dans le champ de maïs, elle s'était aventurée sur sa propriété, perdue et en quête d'aide. Au lieu de la rendre à ses parents, Clay y avait vu une occasion de se venger de vieux conflits fonciers entre leurs familles. Il avait d'abord prévu de la garder quelques jours seulement, poursuivit l'officier d'une voix grave. Mais les jours se sont transformés en semaines, et il a finalement décidé de ne plus jamais la laisser partir. Il avait même envisagé de lui ôter la vie. Maggie halta, la main portée à sa bouche, horrifiée. Le visage de Hank se durcit, la mâchoire serrée, tandis qu'il écoutait les paroles de l'agent. Clay avoua avoir fait subir des atrocités à Fiona au fil des ans, dit l'inspecteur, visiblement en difficulté avec cette information. Je n'entrerai pas dans les détails maintenant, mais nous en discuterons plus tard pour constituer notre dossier. Lorsque l'agent leur proposa une pause, voyant la détresse sur leur visage, Maggie et Hank déclinèrent. Ils étaient déterminés à entendre toute la vérité, aussi douloureuse soit-elle. L'agent expliqua que Fiona avait été enfermée dans la porcherie ces derniers mois en guise de punition pour ce que Clay qualifiait de « désobéissance ». Il dit qu'elle ne l'écoutait plus, alors il décida de lui donner une leçon. Le dégoût de l'inspecteur transparaissait dans sa voix. Hank, resté silencieux pendant la majeure partie de l'entretien, prit enfin la parole. « Mais pourquoi ne l'avez-vous pas retrouvé lorsque vous avez fouillé les propriétés après sa disparition ? Vous avez sûrement dû chercher dans cette grange. » L'inspecteur soupira lourdement. « Nous avons fouillé les propriétés, y compris la ferme de Clay, mais il a dû la cacher. » Ou d'autres ? Et il faut comprendre que les terres agricoles sont vastes, il y a tellement de bâtiments, tellement de cachettes possibles. Ce n'est pas une excuse, mais ça explique pourquoi nous l'avons manqué. Finalement, Hank posa la question qui les hantait tous les deux. Sera-t-il traduit en justice pour ça ? Avez-vous suffisamment de preuves pour que ce monstre ne revoie plus jamais la lumière du jour ? Le visage de l'inspecteur se durcit de détermination. Avec les aveux de Clay et les preuves que nous avons rassemblées, je peux vous assurer qu'il passera probablement le reste de sa vie en prison. Nous y veillerons. Alors que l'entretien touchait à sa fin, Maggie et Hank restèrent assis, stupéfaits, dans un silence absolu, essayant de digérer tout ce qu'ils avaient appris. Le cauchemar des 10 dernières années leur parut soudain à la fois lointain et incroyablement immédiat. Ils avaient retrouvé leur fille, mais le chemin à parcourir était loin d'être facile. Tandis qu'ils assimilaient les détails horribles du calvaire de leur fille, la porte de la salle d'interrogatoire s'ouvrit doucement. Une infirmière entra, le visage empreint d'un calme professionnel et d'une sincère empathie. « Aimez Madame Landry, dit-elle doucement, j'ai des nouvelles de votre fille, Fiona. Elle va mieux maintenant, le médecin a stabilisé son état. » Maggie et Hank se penchèrent en avant, impatients d'avoir des nouvelles de leur enfant. L'infirmière poursuivit d'une voix douce mais claire, « Nous avons trouvé des parasites et d'autres infections dans son organisme, probablement dues aux conditions dans lesquelles elle vivait. Mais je tiens à vous assurer qu'elle se rétablira avec un traitement approprié. »« On peut la voir ?» demanda Maggie, la voix tremblante, mêlée de peur et d'espoir. L'infirmière regarda les policiers, qui acquiescèrent d'un signe de tête. « Oui, vous pouvez la voir maintenant, » répondit-elle, « mais n'oubliez pas que tout cela est très bouleversant pour elle. Allez-y doucement. » Maggie et Hank suivirent l'infirmière dans les couloirs stériles de l'hôpital, le cœur battant la chamade. En entrant dans la chambre de Fiona, ils furent frappés par la vue de leur fille, elle paraissait si petite dans son lit d'hôpital, mais plus propre maintenant, ses cheveux roux l'avaient épeignée. L'amélioration de son apparence, bien que légère, leur apporta un certain soulagement. Ils s'approchèrent prudemment du lit, attentifs à l'avertissement de l'infirmière. « Fiona, » dit doucement Maggie, la voix pleine d'amour et d'inquiétude, « nous sommes tes parents. Tu te souviens de nous ?» Fiona les regarda, les yeux écarquillés et incertains. Au bout d'un moment,
elle secoua légèrement la tête. Non, dit-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Je ne me souviens pas de mes parents. Ces mots frappèrent Maggie et Hank comme un coup de poing, mais ils s'efforcèrent de garder leur calme. Ce n'est rien, ma puce, dit doucement Hank. On trouvera une solution ensemble. Maggie, retenant ses larmes, tenta une approche différente. Fiona, te souviens-tu de quelque chose de ton enfance, avant la ferme de Clay? Elle hésita, puis ajouta, on avait un berger allemand quand tu avais environ 2 ans. Tu t'en souviens? Fiona fronça les sourcils, concentrée. Après un long moment, elle parla avec hésitation. Je crois que je me souviens d'un chien, mais ce n'est pas clair, juste des bribes de souvenirs. Ce bref souvenir, aussi vague fut-il, emplit Maggie et Hank d'espoir. Mais leur joie fut de courte durée. Les mots suivants de Fiona leur brisèrent à nouveau le cœur. Que ai-je fait de mal? Demanda-t-elle d'une voix faible et effrayée. Pourquoi ai-je été enfermée? Clay a dit que je le méritais. Il a dit que c'était la faute de ma famille. Maggie ressentit une vague de fureur face au mensonge cruel de Clay. Elle dut prendre une grande inspiration pour se calmer avant de parler. Oh, Fiona, dit-elle d'une voix chargée d'émotion, tu n'as rien fait de mal, absolument rien. Clay est un homme très malade qui t'a fait terriblement mal, mais tu ne méritais rien de tout ça. Rien de tout ça n'était de ta faute. Hank acquiesça d'un signe de tête. Tu es en sécurité maintenant, ajouta-t-il. Tu n'auras plus jamais à vivre dans la peur. Nous sommes là pour toi et nous ferons tout notre possible pour t'aider. Alors qu'il parlait à Fiona, la rassurant et lui fournissant des explications douces, une assistante sociale entra dans la pièce. Elle se présenta et expliqua qu'elle était là pour les aider à gérer la situation complexe dans laquelle ils se trouvaient. C'est un cas très délicat, dit l'assistante sociale. Notre objectif premier est que Fiona se sente en sécurité et à l'aise. Le fait qu'elle ait des souvenirs de son passé est un bon signe, cela vous permettra de renouer plus facilement des liens et permettra à Fiona de comprendre que vous êtes bien ses vrais parents. L'assistante sociale a ensuite exposé leurs plans immédiats. Pour l'instant, nous pensons qu'il est préférable que Fiona reste dans un foyer social temporaire. C'est un environnement sûr et neutre où elle peut commencer à s'adapter. Voyant l'inquiétude sur les visages de Maggie et Hank, elle a ajouté, nous avons des options pour que les parents puissent également y séjourner. Cela vous permettra de passer du temps avec Fiona et de réapprendre à vous connaître dans un cadre bienveillant et bienveillant. Maggie et Hank écoutaient attentivement, hochant la tête pour montrer leur compréhension. La voix de l'assistante sociale prit une tournure d'optimisme prudent lorsqu'elle poursuivit, d'après ce que j'ai vu jusqu'à présent, je pense qu'il y a de bonnes chances que Fiona vous accepte à nouveau comme parent. Avec du temps et de la patience, je pense qu'elle pourra vivre avec vous définitivement. Ces mots ont rempli Maggie et Hank d'un sentiment d'espoir qu'ils n'avaient pas osé ressentir depuis des années, mais ils savaient aussi que le chemin à parcourir serait long et difficile. Ce qui compte le plus maintenant, dit Maggie en regardant la silhouette fragile de Fiona dans son lit d'hôpital, c'est que Fiona se sente en sécurité. Nous ferons tout ce qu'il faut, quoi qu'elle ait besoin. Hank acquiesça d'un hochement de tête. Nous avons attendu 10 ans pour la retrouver, dit-il d'une voix rauque d'émotion. Soyons patients maintenant. Nous allons prendre les choses au jour le jour. Assis auprès de Fiona, lui tenant la main et lui prodiguant de douces paroles de réconfort, Maggie et Hank étaient pleinement conscients du chemin qui les attendait. Des batailles juridiques allaient se dérouler tandis que l'affaire Clay progressait devant la justice. Fiona allait traverser des moments difficiles pour surmonter son traumatisme et s'adapter à sa nouvelle réalité. Mais pour la première fois depuis 10 ans, il entrevoyait un avenir rempli d'espoir. Ils avaient retrouvé leur fille contre toute attente et étaient déterminés à l'aider à guérir et à s'épanouir. Alors que les premières lueurs de l'aube filetaient par la fenêtre de la chambre d'hôpital, Maggie et Hank renouvelèrent silencieusement leur engagement envers leur fille et l'un envers l'autre. L'histoire n'était pas terminée à bien des égards, elle ne faisait que commencer mais quels que soient les défis à venir, ils les relèveraient ensemble, comme une famille réunie avec amour, patience et soutien indéfectible. Ils aideraient Fiona à reconquérir la vie qui lui avait été volée, un jour à la fois.